Bonjour à tous, bienvenue dans Marketing Talks, une série de podcasts dans lesquels BAM, la Belgian Association of Marketing, interroge des spécialistes du marketing sur leur approche, les cadres qu'ils utilisent et leurs sources d'inspiration. Ils peuvent donc vous inspirer aussi. Je m'appelle Nathan Soré et je suis heureux d'être votre hôte pendant les prochaines minutes et les conversations qui vont suivre. Dans cet épisode, je vais m'entretenir avec Thomas Lejeune Debar, directeur national du marketing et de la communication chez Decathlon. C'est un homme au parcours atypique pour un responsable marketing d'un détaillant atypique. Après tout, Thomas Lejeune Debar est diplômé en droit et Decathlon a un profil distinct grâce à son mélange de marques propres et d'autres marques de sport et son caractère international combiné avec ses libertés locales. Il est grand temps de discuter, en plus entre Verviers et toi. Bonjour Thomas. Bonjour Nathan. Alors pourrais-tu préciser ce que fait exactement ton rôle, un directeur national du marketing et de la communication chez Decathlon ? Chez Decathlon, parce qu'à mon avis, mon job est encore différent de ceux des autres. Je le dirais en premier lieu que mon objectif est de laisser un maximum d'espace, de liberté et de confiance à mes équipes qui, eux, sont des experts, qui ont un parcours marketing et une formation marketing, et dans le but, en fait, de faire préférer Decathlon. Ça, c'est vraiment la toute grande ligne. Mon job à moi est absolument pas opérationnel, c'est-à-dire que je vais essayer, ça et là, d'aller un peu aider, peut-être même plus pour me former moi-même que pour vraiment amener de la plus-value. Il est plutôt stratégique et centré sur l'image de Decathlon de 1 et de 2, évidemment, sur l'augmentation des ventes. Ça, je crois que c'est assez banal. Et puis, en fait, je fais beaucoup de politique en interne. Pourquoi ? Parce que tu l'as un peu mentionné, on a 70 marques et donc autant de responsables de marques ou de sport, peu importe comment on les appelle, en interne. On a aussi 37 magasins qui ont beaucoup de liberté et donc avec lesquels il faut aussi travailler. Et un webshop, Decathlon.be, qui prend de plus en plus de place dans notre modèle et qui a aussi ses propres attentes, son propre agenda. Et il faut amener de la cohérence entre tout ça, entre tous ces interlocuteurs. Et ça, c'est aussi un peu mon job. Alors, tu as eu l'occasion, et bon, c'est quand même, faut le mentionner, de travailler en magasin directement chez Decathlon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé chez Decathlon comme responsable de rayon. OK. Dans un petit magasin à Liège-Centre-Ville qui n'existe plus, ou en tout cas qui a déménagé. Puis j'ai fait ce qu'on appelle le parcours retail classique, chez nous on appelle ça comme ça, mais qui consiste à aller, on va dire, jusqu'à directeur de magasin. Donc il y a différentes fonctions entre les deux. Et directeur de magasin, je l'ai fait dans le magasin d'Ollen, qui est pas loin d'Anvers, pas loin d'ici. Et je suis parti à l'étranger ouvrir un magasin. Après quoi, je suis rentré en Belgique, je me suis un peu demandé ce que je voulais faire. Je fais 2-3 petites missions avant de reprendre le job de directeur de marketing pour le pays. Alors, tu disais justement, tu n'es pas marketeer à la base. Non. Donc, comment est-ce que tu vois le marketing et quelles sont, selon toi, les principales tendances de ces dernières années que tu as pu constater ? Comment je vois le marketing ? Je sais pas, c'est très large. Je pense que c'est peut-être mieux d'aller dans des bouquins que me demander à moi pour avoir la réponse. Des tendances que moi j'observe ces dernières années, j'en verrai 3 et je vais aller de la plus anecdotique à la moins anecdotique. La plus anecdotique, je la cite parce que moi, elle me pose beaucoup de questions. En fait, c'est le modèle influenceur. Je vois ça un peu comme une bulle, mais je sais pas très bien en fait quand elle pourrait éclater et si elle va éclater. Mais là où ça me pose question, en fait, c'est un peu sur ce côté en tant que consommateur ou utilisateur, par exemple, de réseaux sociaux. Moi-même, en fait, je regarde, je suis des influenceurs. Et là, je parle pas du tout de ma fonction, mais vraiment comme personne. Et forcément, elle m'influence aussi. Et pourtant, en fait, je sais que derrière, il y a de la rémunération, il y a un contrat, il y a des objectifs. Et donc, je suis parfois un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et je sais pas très bien, là du coup je fais le lien avec Decathlon, parfois moi-même comme décathlonien, comme marketeer, comment les utiliser et comment faire en sorte que ça matche avec nos valeurs à 100%. Ça c'est un peu anecdotique. Moins anecdotique et assez stratégique pour nous aussi, c'est la façon dont maintenant les consommateurs, les clients font presque systématiquement une visite de notre site internet avant leur achat. Il y a 5 ans, on n'était pas du tout sur cette tendance-là, ou en tout cas très peu, ou uniquement sur les achats très techniques. Aujourd'hui, c'est quasiment systématique. Et ça crée chez nous une très forte discussion sur la différence entre website et webshop. Nous, on a un webshop, on n'a pas vraiment un website. Et moi, évidemment, je milite davantage pour qu'on ait en tout cas quelque chose de plus imprégnant, de plus inspirant. L'expérience doit être similaire à celle qu'on a. Exactement. Et là où pour l'instant, notre webshop, il est uniquement produit et uniquement commerce, ce qui est très bien et ce qui a ses vertus. Mais voilà, moi, je cherche un équilibre un peu plus fort dès lors qu'on sait que tout le monde va visiter notre site web.
Puis le beaucoup moins anecdotique, c'est l'évolution dans la consommation sur une volonté, je dirais, de durabilité, de sustainable. Ce qui fait que nous, forcément, on doit adapter notre activité, mais on doit aussi adapter notre communication et notre marketing par rapport à ça. Ok. Comment est-ce que tu fais face justement à cette dernière tendance sur l'aspect un peu plus durabilité? Il y a plein d'aspects parce que avant même de toucher sur qu'est-ce qu'on raconte sur nos produits ou sur notre entreprise, il y a peut-être même la notion de est-ce que cet achat il est nécessaire? Ouais. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter un produit neuf? Et donc tout ça, ça remet en cause énormément de choses chez nous. Et donc, comment j'y fais face, c'est comment on y fait face collectivement, parce que clairement, c'est pas moi, c'est toute l'entreprise, et ça dépasse même le cas de Belgique, hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais nos initiatives, elles commencent aussi en local. Et donc, je pense qu'on est tous engagés là-dessus, sur tous, je parle là, j'avais Decathlon en tête, mais je pense même en termes de société, il faut vraiment qu'on y réfléchisse tous sur qu'est-ce qu'on propose comme alternative, qu'est-ce qu'on propose comme, je dirais, dans l'offre, moins de produits neufs, davantage de produits de seconde main. Et je pense que quand on regarde, quand on analyse le succès d'une app comme Vinted, ça pose aussi question sur le profil, parce qu'on avait peut-être le cliché qu'il y a 10 ans, les gens qui achetaient en seconde main, c'était vraiment juste pour une question de moyens. Aujourd'hui, on achète seconde main aussi pour une question philosophique. Oui, de principe. Exactement. Et donc, voilà, Vinted, ça doit vraiment tous nous faire réfléchir. Et chez Decathlon, ça fait, je dirais, 2 petites années, mais surtout 1 an avec ce bouleversement énorme qu'il y a eu, qu'on est à fond là-dessus et qu'on réfléchit vraiment sur l'offre seconde vie. Mais il y a aussi toute comment est-ce qu'on appelle ça, l'économie de l'usage. Je pense à Netflix, par exemple, mais il y en a plein d'autres et je pense que demain, il y en aura encore beaucoup plus qui s'imposent. Et chez nous, évidemment, le modèle location devient vraiment quelque chose, une évidence, quoi. On doit vraiment s'investir là-dessus. Et alors moi, comment je le fais personnellement? C'est mettre ça un peu dans les spotlights, prendre le risque d'aller déjà vers ce nouveau business model qui aujourd'hui n'est pas encore assez important pour Decathlon, mais qui doit le devenir demain. Prendre le risque de déjà en fait faire le shift et mettre le curseur là-dessus plutôt que sur ce qu'on a toujours fait. Alors pourtant que ça représente encore la majorité de notre activité, quoi. Justement, comment est-ce que cette tendance, elle change votre état d'esprit chez vous, chez Decathlon? Tu répondais déjà un peu à cette question-là, hein, mais... Je sais, c'est difficile pour moi de relier les trois, mais si je fais un énorme brainstorm avec moi-même, il y a le mot méfiance qui me vient en tête, en fait. Je me dis peut-être que les consommateurs, ils ont de la méfiance pour ce que les marques viennent leur proposer, parce que évidemment, c'est un discours qui est tout beau, tout propre, tout rose. Et je me dis qu'on a peut-être un rôle, nous, marketeurs, on a peut-être un rôle de rassurer sur ce qu'on raconte. Et alors, moi, je n'ai pas la formule magique, mais je me dis que pour rassurer, j'aurais plutôt tendance à moins focaliser sur « regarde comme ce produit est beau et il coûte que 9 € et il répond à ça, ça, ça et ça, il correspond à ton besoin ». Mais plutôt, et je ne dis pas qu'il ne faut plus faire ça, mais moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir rassurer en expliquant ce que Decathlon fait, ce que Decathlon veut faire, parce qu'il y a aussi un gap entre ce que nous faisons et ce qu'on veut faire, les moyens qu'on veut mettre en œuvre pour y arriver, la vision derrière, ce qui est très prégnant chez Decat, en interne en tout cas. Et donc voilà, moi, j'aurais envie plutôt de raconter tout ça, ce qui est un travail de longue haleine, mais ce qui me permettrait, je pense, ce qui nous permettrait, je crois, de rassurer les consommateurs sur cette notion de méfiance et de confiance, à l'inverse, qu'on veut créer entre Decathlon et nous, et les autres. Alors, je crois savoir que vous avez dans votre vision 5 concepts clés. Oui. C'est ça, tu peux les expliquer? Oui, c'est tout frais en plus, donc il va falloir qu'on raconte ça pendant très longtemps. Mais effectivement, notre vision, elle va reposer, ou elle repose déjà sur 5 piliers. Alors, moi, même nos techniques, j'ai appelé ça ici en interne thrill, comme thriller en anglais, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Le T, c'est pour transport. Donc, c'est comment est-ce que Decathlon propose, ou est plutôt un acteur positif demain de nouvelles solutions de transport. Et évidemment, on a tous en tête le vélo chez Decathlon, mais demain, il peut en avoir plein d'autres. Et nous, on veut vraiment se mettre en mouvement par rapport à ça. Le deuxième, le H, c'est health, donc c'est la santé. Et c'est en fait positionner Decathlon comme étant un partenaire de la santé. Alors, il y a les produits aujourd'hui, mais demain, il y a aussi l'accompagnement. Et puis après-demain, il y a encore quelque chose que je n'ai même pas en tête, mais ça, c'est vraiment un axe central pour nous. Le troisième, R, c'est
pas facile à prononcer, regenerative, qui serait donc en fait tout le côté durable. Et c'est comment en fait on est sur des produits de l'usage constamment. Enfin, je sais pas si c'est recyclé parce que je suis un peu néophyte, mais en tout cas, on a compris l'idée, c'est d'être en permanence dans cette régénération de matières premières, de nos produits et ainsi de suite. Le quatrième, c'est le I, qui est inclusivity. Et moi, j'ai appris récemment à l'aide d'un workshop que inclusivity et diversity, c'était pas exactement la même chose, qu'il y avait des différences entre les deux. Je sais pas si c'est aujourd'hui l'endroit pour en parler, mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous invite à aller vraiment découvrir vraiment la différence. Et le L, ça, c'est très décathlonien. C'est local living. C'est comment je suis implanté dans ma communauté, en local, et comment je pense moins global, ou en tout cas, comment j'agis moins global. Penser global, c'est très bien. C'est la connexion entre Decathlon, c'est une entreprise mondiale, c'est 60 pays, c'est des milliers c'est 100 000 collaborateurs. Mais comment moi, je suis implanté en local et comment j'ai un impact autour de moi. Voilà, ça, c'est nos 5 piliers et c'est vraiment ceux que moi, j'ai envie de raconter dans les années à venir. Ouais, donc, vous ne basez pas finalement votre vision sur des manuels, mais vraiment sur le modèle de terrain, quoi, en fait. Oui, alors moi, encore moins, puisque je n'ai pas ce background-là. Ouais. Et dans mon équipe, j'en ai assez qui ont potassé tous ces manuels et c'est très bien comme ça. Et moi, j'essaye juste de me tenir un peu au niveau et de comprendre les concepts, mais c'est pas de la chimie, hein, c'est du bon sens. Donc, enfin, je dis de la chimie parce que moi, j'étais nul en chimie, mais du bon sens, de l'observation, de l'écoute. Et ça permet en tout cas de se tenir à niveau pour moi par rapport à l'équipe. De toute façon, je leur fais confiance sur le côté expertise. Mais oui, à fond, le terrain, ces 5 principes-là, je dirais même la colonne vertébrale de Decathlon, vision, mission, valeur, tout ça est tellement central que pour moi, ça doit prendre le pas sur les manuels. Ils sont là pour plutôt, je dirais, mettre en musique. Et ça, je fais confiance de nouveau à mes experts dans l'équipe pour mettre en musique. Mais moi, je viens avec ça, cette colonne vertébrale. Et pour moi, elle doit être la base de tout. Ouais. Justement, tu parles souvent de l'équipe et je voulais aborder ce point-là. Est-ce qu'il est difficile de les faire participer justement à toute cette vision ? Mon équipe ? Ouais. Non. Mon équipe, non. Vraiment, il y a un alignement assez fort. Alors, c'est peut-être grâce à moi. Peut-être que c'est le hasard. J'espère que c'est un peu grâce à moi. Mais non, il y a un alignement très fort là-dessus. Je pense que pour ça, j'ai de la chance aussi d'avoir une équipe qui est très open-minded par rapport à ça et qui a envie, en fait, toujours d'en savoir plus, qui participe aux workshops en interne et tout ça sur le sujet parce qu'ils sont conscients qu'ils sont la voix de l'entreprise aussi et qu'ils doivent être vraiment au fait de ça et peut-être même, si c'est possible, avant-gardistes sur ça. Ce qui est peut-être plus difficile à faire participer, comme tu dis, c'est les équipes au sein de Decathlon. Pas sur ce côté compréhension de la vision, de la mission, etc. Ça, je pense que même dans l'entreprise, en fait, on est assez bon là-dessus pour faire comprendre ça, mais plutôt sur faire participer à ce qu'est le marketing et la communication. C'est souvent vu comme étant votre affaire. Et moi, j'ai envie d'être en fait beaucoup plus inclusif, justement, et de concerner les 3000 collaborateurs belges là-dedans. Ça, c'est mon rêve. Si demain, j'ai 3000 communicants, 3000 personnes qui vraiment, en fait, ont la faculté et l'envie de communiquer avec nos clients, là, c'est bon. Je peux passer le relais. Ouais, ça devient une affaire globale et pas uniquement de l'équipe marketing, en fait. Il ne faut pas que ce soit une affaire d'experts, je crois. Il faut vraiment que ça touche le plus grand nombre et que ça transpire chez tout le monde. Alors, je dis 3000, c'est un peu un vœu pieux. Mais bon, si j'en ai 2000 sur 3000, moi, je suis déjà super heureux. Ouais. Alors, je pense que tu crois fermement à l'intuition. Est-ce que tu attaches du coup de l'importance aux données que vous pouvez récolter alors ? Oui. Alors déjà, on a un département de data qui est toujours en train de grandir. Ça, je crois que c'est dans l'air du temps de toute façon. On a 2 personnes même dans mon équipe resserrée qui sont vraiment hyper au fait, qui... je pense, sont en temps réel avec nos ordinateurs pour pouvoir nous permettre en fait, de nous éclairer là-dessus. Et puis, on a aussi je ne sais pas comment l'appeler, un institut de sondage, d'enquête qui est Indiville et qui nous entretient plusieurs fois par an. Moi, c'est un moment que je ne rate pas. Déjà, ça me passionne en fait, de les écouter. Et puis, ça permet en fait, de recentrer, de remettre un peu le cap sur ce qui est important, sur les observations apportées, sur ce qui est important pour nos clients. Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que moi, je connais le terrain et ainsi de suite. C'est super, je crois vraiment un énorme avantage, mais ça reste quand même toujours de l'ego marketing. Ce sont mes propres expériences, mes propres contacts avec les clients ou avec les produits.
Mais enfin, ça se limite à ça. Et je rencontre pas tous nos clients, ou j'ai pas rencontré tous nos clients, et je connais pas tous nos produits et tous nos sports. Donc, à un moment donné, un peu s'ouvrir l'esprit, ou en tout cas, peut-être confronter mon expérience, les expertises de l'équipe et la donnée, donne un cocktail qui est en tout cas beaucoup plus intéressant. Alors, ce qui est assez marquant quand même sur cette année écoulée, c'est les partenariats que vous avez conclus, par exemple avec Deleuze et Colruyt. Est-ce que c'est, selon toi, la voie à suivre? Moi, j'y crois dur comme fer. Okay. Ce co-branding de marques ou d'enseignes chères aux Belges, puisque si forcément c'est limité au territoire belge, moi, ça, j'y crois. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se faire plaisir et d'aller prendre la marque qu'on aime bien soi-même. De nouveau, on est dans l'ego alors. Mais plutôt vraiment de réfléchir en termes de valeurs communes, de vision, de mission. Ça fait grandir les deux marques. À fond. Et je pense que voilà, ça renforce mutuellement. Et du coup, il y a aussi de la cohérence dans ce que le client ou les clients, s'ils sont différents, voient tout simplement dans leur environnement. Et je pense si je peux utiliser ce mot-là, on n'a pas été déconnant dans ce qu'on a fait depuis un an. On a vraiment à chaque fois pesé le pour et le contre. Et vraiment essayer de voir est-ce que notre client est gagnant, est-ce que le client de l'autre enseigne est gagnant, est-ce que l'autre enseigne est gagnante, est-ce que Decathlon est gagnante. Bon, il y avait d'autres critères derrière, mais forcément ces 4-là c'est la base, et puis après on voyait s'il y avait moyen de faire autre chose. Basic Fit, je crois que ça fait sens pour tout le monde. Deleuze et Colruyt, ça a peut-être un peu plus étonné, mais quand on a expliqué ce qu'il y avait derrière, je pense que ça devenait aussi évident, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme collaboration dans le futur? Alors, ça, c'est une question un peu tricky parce que, je sais pas et j'ai envie d'être surpris. Et deux, même si je le savais, je sais pas si je le dirais ici parce que ce serait forcément en discussion et il y a beaucoup d'impact derrière, quoi. Ok. Ouais. Bon, je vais terminer alors avec une dernière question peut-être un peu plus philosophique. Est-ce que tu penses qu'il y a un aspect du marketing auquel vous devriez, vous, Decathlon, porter plus d'attention? Oui, et qui est en discussion chez nous aussi, c'est le côté du prix. Pendant des années, et forcément à raison, on est vu là-dessus, sur ce segment-là, sur le segment du sport comme étant le moins cher. Après, on peut parler du rapport qui a été pris, mais on a souvent poussé sur le moins cher. Et quand notre image-prix baissait, d'après les enquêtes d'Indivil, justement, qu'est-ce qu'on faisait? On bossait sur « il faut encore baisser les prix » et puis il faut dire qu'on baisse les prix. Moi, je ne suis pas en accord avec ça et je vois que la boîte est en train de changer aussi sur le sujet et de plutôt d'utiliser, alors ce que moi j'ai appelé le prix fair play. J'y tiens à ce petit slogan, en tout cas en plus parce que forcément il touche au sport, mais il touche aussi au respect et je crois qu'on est vraiment dans les valeurs de la boîte aussi. Le prix fair play pour moi c'est quoi? C'est dire on n'est pas toujours le prix le plus bas. Et moi, j'ai pas envie d'être toujours le prix le plus bas. Je veux être le meilleur rapport qui a été pris, ou en tout cas le prix le plus juste par rapport à ce qu'on vous propose. Ça peut être 1000 raisons, peu importe. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un aspect hyper important. Ouais. Et je pense que ça va conditionner aussi peut-être le changement de perception que les gens peuvent avoir de Decathlon, qui n'est pas toujours vu pour moi à sa juste valeur. Et je pense qu'on le sait tous. Parfois, on est vu comme ayant des produits cheap. Et que quand on veut avoir une pratique sportive de plus haut niveau, on va se tourner vers d'autres détaillants. Non, moi j'ai envie de pouvoir convaincre que Decathlon offre des produits à tout le monde. Et le côté tout le monde, c'est pas uniquement les gens qui ont moins de moyens, mais c'est tout le monde. Et donc les gens qui veulent pratiquer un sport à aussi un niveau d'expert. Et donc, il faut pouvoir en fait rassurer sur ce côté-là aussi. On offre le prix le plus juste, pas le plus cher, mais pas le moins cher non plus. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour cette discussion. Vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être là et d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé ici l'inspiration peut-être pour faire votre travail encore mieux. N'oubliez pas d'écouter les autres épisodes des Marketing Talks que vous trouverez sur www.marketing.be. Et si vous êtes à la recherche d'un cadre contemporain pour vos activités de marketing, sachez que BAM a développé le Meaningful Marketing Framework, également disponible sur www.marketing.be.